la vente du minerai brut ne rapporte rien. Elle rapporte, c'est vrai, des emplois. C'est vrai qu'elle rapporte un peu d'argent pour celui qui exploite. Ça, c'est vrai dans les chiffres. Mais en fin de compte, une fois que la mine est vidée, eh ben, on met la clé sous la porte et les gens se retrouvent au chômage. La SLN, la question que vous me posez sur la SLN, on se bat pour cela, car il faut voir, vous voyez le résultat de ce que nous sommes capables de faire. Notre démonstration qu'on vient de le faire, vous prenez les deux usines en espace de 25 ans. On est parti d'une société qui n'avait aucun titre minier. Nous étions un tâcheron pour le compte de la SLN sur les mines de la SLN à Ouagadougou. Vous voyez, on était qu'un sous-traitant. On avait dans la trésorerie au moment où je suis venu dans la société, elle était négative de 510 millions de francs pacifiques. Et son capital était de 350 millions. Vous imaginez que c'est une société, on peut considérer, en faillite. Aucune banque de la place ne voulait nous prêter de l'argent. Et 2 ans après le contrat avec SLN, c'était un contrat de 350 000 tonnes. Je vous raconte tout ça pour vous dire notre capacité de gestion et comment nous avons fait pour remonter, survivre et sortir du marasme des crises de nickel. Alors, et donc, quand on a pris cette société, on n'avait pas d'argent. On avait le matériel obsolète. On ne pouvait pas exporter parce que pour exporter, il faudrait payer 10% de location de la mine. Plus aussi 10% à M. Bannon ou M. Poncos à l'époque. Ça avait 20% de prélevé sur le chiffre d'affaires. Et justement, en 1990, c'était le début d'une crise qui n'en finissait plus jusqu'en 1995. Et à partir de 1992, nous avons plus de nickel pour la SLN sur cette mine Ouagadougou-Gomène et nous avons demandé d'acheter. Il a fallu la pression politique, il a fallu la démonstration, il a fallu des blocages. SLN a accepté de nous vendre pour plus d'1 milliard, 1 milliard 250 millions, y compris Boaken, y compris Naketi, et les mines Ouagadougou-Gomène. On est allé voir les Japonais parce qu'aucune banque ne voulait nous prêter de l'argent. On était à bord de la faillite. Et arrivé chez les Japonais, j'ai dû donner ma caution personnelle pour que les Japonais acceptent de nous prêter 10 millions de dollars et nous avons commencé à acheter les mines Ouagadougou-Gomène et ensuite tout le reste après. Et 700 millions de francs pacifiques pour le matériel, puisque le matériel était obsolète. Pour vous dire, quand la province avait payé 1 milliard 800 millions, les 85% de la SMSP, et plus qu'il avait prélevé 800 millions avance distribués sur les dividendes, en réalité, M. Lafleur avait bien touché 2 milliards 600 millions pour une affaire qui n'avait ni tête ni queue. Et c'est comme ça que nous avons surmonté. Une société de tâcherons, on a fait une société minière à part entière. Et en 1995, nous sommes devenus le leader d'exportation de minerais en Nouvelle-Calédonie, avant de devenir le leader mondial de l'exportation. Et à cette époque-là, on exportait 40 000 tonnes de nickel métal contenu dans 2 300 000 tonnes de minerais. Et on est devenu le champion pour que l'extérieur nous reconnaisse nos capacités. C'est comme ça qu'on avait pensé qu'il fallait la vente du minerai, c'est de faire dilapider notre patrimoine et on n'en aura plus de minerai un jour pour les enfants. Donc il a fallu construire une usine. Et là, grâce à la mobilisation, grâce aux négociations diplomatiques, la mobilisation elle a été faite par l'Union calédonienne. Mais il faut savoir que le PADICAT, Paul Niaoutine, négociait diplomatiquement avec l'État. On disait Paul ne faisait rien, etc. C'est pas vrai. Lui, il négocie. Et la négociation nous a apporté le massif du Koniombo,
quand le massif du Konyombo était au départ l'endroit où j'étais né. Hein. Pour le dire aussi, c'est une histoire pour moi, puisque mes parents sont arrivés pour travailler sur le Konyombo. Et donc, à partir de là, le Konyombo, nous avons demandé à la SLN à plusieurs reprises de travailler avec nous, ils ont refusé. Parce qu'ils sous-estimaient qu'on n'était pas capable. Et ça a été un défi. Je vois aujourd'hui que l'on parle des accords de Bercy. Mais les accords de Bercy, à cette époque-là, faisaient de façon qu'on faisait capoter le projet. Et d'ailleurs, j'avais dénoncé à Mme Dituel qu'elle était venue pour nous faire capoter le projet. Et récemment, j'ai entendu M. Collin qui venait à l'inauguration pour nous dire que c'est lui l'accord de Bercy, et grâce à l'accord de Bercy qu'on a obtenu le massif du Konyombo pour faire cette usine. Ben il a contribué. Mais en réalité, c'était tout le contraire qu'ils avaient fait. Car quand on parlait de l'usine du Nord, c'est la réussite de l'usine du Nord, il ne fallait pas le réussir, il ne fallait pas le faire. Pourquoi? Parce que tout le monde a peur de l'indépendance. Mais nous, pour le rééquilibrage, on n'a pas d'autre alternative. Et penser à nos enfants, petits-enfants, on est obligé de la faire, cette usine, de pouvoir valoriser, comme l'a démontré Karl tout à l'heure, la valeur ajoutée, elle est faite sur le métal fini et non pas sur le minerai brut. Le minerai brut, si on continue à le vendre, évidemment, c'est une ressource qui est épuisable. Eh bien, demain, on n'a rien du tout. Mais nous, la doctrine de Nikkei nous permet, non seulement, c'est notre minerai qui paye les usines demain. Et l'usine demain, quand on voudra le valoriser, eh bien, ça représentera des centaines de milliards. Et puis des centaines de milliards vous permettent de développer le pays. Voilà, c'est ça, la doctrine de Nikkei. Est-ce que ma réponse suffit pour que vous compreniez? Nous pensons, notre rôle à nous de pérenniser les emplois d'une part, mais aussi pérenniser la ressource naturelle. Et retirer au maximum de la valeur ajoutée pour bâtir le pays dans d'autres secteurs que le nickel. Car il faut savoir que le nickel, un de ces jours, on n'aura plus de nickel. C'est comme ça notre philosophie, et c'est ça la doctrine de Nikkei. Oui, monsieur le président, c'est uniquement pour